Bonjour à tous. Alors d'abord, petite précision, on va se présenter juste après. On a changé un peu le titre. Alors, il y aura quelque chose sur GitLab, mais c'est juste que entre le temps où on a fait le CFP et aujourd'hui, en fait, on s'est rendu compte que le sujet ne concernait pas que GitLab. Et du coup, on a aussi travaillé avec Stéphane pour améliorer ce qu'on était en train de faire pour que ce soit compatible aussi avec GitHub. Alors, c'est pas sur toutes les plateformes. Tout à l'heure, on parlait de Jenkins, on n'est pas encore dessus. Mais aujourd'hui, le sujet, on va le mettre d'une manière générale autour de la CI/CD. GitLab, ça sera pour la démo, ça marche aussi sur GitHub. Et on va vous montrer un scénario de choses qu'on voit tous les jours avec Stéphane et comment on essaye de rendre la vie plus simple à ceux qui travaillent sur les pipelines CI/CD. Donc moi, je suis Aurélien Cogé, je suis CEO de Plumber. J'ai bricolé des pipelines CI/CD pendant plusieurs années avec mon équipe et puis enfin, tous ensemble. Et puis je suis avec Stéphane aujourd'hui. Alors Stéphane, on ne le présente plus, même s'il n'aime pas du tout qu'on Je dise ça. déteste ça. Je pense que vous êtes tous passés au moins une fois sur son blog, pas que pour la CI/CD, tout plein de sujets autour du DevOps, de la sécurité, beaucoup plus sur la sécurité en ce moment. La supply chain, ouais. La supply chain, c'est son petit dada. Et voilà ce qu'on peut dire sur nous. Après, voilà, on est aussi là pour échanger très rapidement, on ne va pas passer plus de temps. Moi, je vais vous parler d'un chiffre, 5561. Alors, c'est pas mon code PIN, mais c'est le nombre de projets impactés lors d'une attaque en mai dernier. Une attaque qui touchait pas l'applicatif ni le serveur, mais une attaque qui touchait la chaîne qui délivre le logiciel. Donc ça s'appelait Mégalodon, pour ceux qui ont suivi l'actualité. Ouais, vas-y, tu peux passer. Et ce que j'aime bien raconter très rapidement pour remettre du contexte sur tout ce qu'on fait, parce que la CI/CD, c'est très technique. Je pense que vous connaissez ce que c'est, mais c'est important aussi d'en parler à un niveau un peu plus directionnel pour avoir des personnes qui poussent le sujet, qui nous aident à faire mieux. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont plein de solutions pour la cyber, et pourtant, les attaques, elles passent quand même. Parce que la cyber, moi je trouve que c'est un jeu. On met un mur, l'attaquant il passe au-dessus, on le double, il va prendre une échelle, on va le rendre infranchissable et il va passer en dessous. Et aujourd'hui, ce moyen, même quand c'est compliqué, il trouve un moyen. Et ce moyen, c'est les pipelines CI/CD. C'est cette tuyauterie qu'on a partout dans nos entreprises, déployée par centaines, milliers, on ne sait même pas combien on en a, et qui accède à tout en permanence, aux secrets, au code source, aux environnements. Et il suffit d'un pipeline percé, parce que j'entends aussi des équipes qui me disent mais nos pipelines ils sont sécurisés, les plus critiques. Mais le problème c'est qu'il en suffit d'un percé pour se faire siphonner des datas. Donc ça c'est le contexte. Et du coup avec Stéphane on veut mettre en avant ce sujet pour lui donner de l'importance et vous aussi vous donner des moyens peut-être de faire mieux et de collaborer avec vous. Donc on va revenir sur l'affaire Mégalodon. Donc c'est une équipe de hackers dopés à l'IA. On va pas, ils sont dopés à Claude, quoi. Et ils n'ont pas touché au code source, ni à l'application elle-même une fois qu'elle était déployée. Non, ce qu'ils ont touché, c'est la pipeline CI/CD. Ils ont tous, pardon, ils ont tout simplement injecté du code de pipeline dans tous les projets, dans les 5561 projets. Ils ont fait, je crois que c'est 5700 merge request. Il n'y avait pas d'approbation dessus, on va revenir par la suite. Et donc du coup, le code qui a été injecté, il a été exécuté immédiatement sur l'environnement de prod. Et donc du coup, tous les projets se sont fait exfiltrer toutes leurs données, depuis leurs credentials, tout ce qui peut traîner dans des runners de pipeline. Et donc du coup, ça a bien marqué, on va dire, l'importance de... Puis c'est pas vrai. L'importance de sécuriser tout ça. Je ne vais pas dévoiler ce qu'ils ont fait exactement. On va reproduire le même principe sur la petite démo, même si on ne vous donne pas toutes les clés, parce que sinon vous allez me dire super, je peux attaquer n'importe qui. On va reprendre le principe tout simplement, et voir comment ça se passe. Donc je vais poser une question simple. Qui sait à quoi sert cette petite série de codes, c'est du YAML, ces lignes de code? Il y en a beaucoup qui se doutent de ce que ça peut faire comme dégâts si on fait ça. Ben non, on s'en rend pas compte parce que on va dire, c'est encapsulé dans du YAML. Et comme c'est du code qu'on n'exécute pas comme du code classique, ben, ce qui va se passer, c'est que derrière, ça va jouer des choses que vous ne maîtrisez pas, tout simplement. Et donc du coup, voilà, donc c'est le principe de ce qu'on va voir. Donc Mégalodon, c'est, on va dire, des projets, donc on a entendu parler parce que c'est des projets publics, mais si on reprend sur GitLab, on entend très peu parler.
pourtant, moi, j'en connais des entreprises qui se sont fait attaquer. Hein. L'ennui, c'est que donc moi, je travaille sur des missions, hein, parfois, ou pour des clients, hein, et on signe des NDA, hein, où on n'a pas le droit de divulguer quoi que ce soit. Et donc, du coup, on n'entend pas parler de ces cas-là. Et je vais vous dire, il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc là, pour montrer que GitLab est aussi concerné, hein, et ce n'est pas des faiblesses de GitLab, hein, qu'on soit bien conscient. Hein. Il y a des faiblesses dans GitHub qu'on connaît, mais dans GitLab, c'est pas parce qu'il est, on va dire, faible en termes de sécu, c'est tout simplement parce que les gens ne lisent pas leur doc. Donc on va prendre un cas, c'est une entreprise, hein, une fintech qui est fière de sa culture DevSecOps, on va dire, qui pense avoir maîtrisé le sujet, mais on va voir que comme dans beaucoup d'entreprises, voilà, on va payer le prix de certaines faiblesses, quoi. Donc ils ont un projet public qui s'appelle Payment SDK. Ils en sont très fiers. Hein. On peut faire des merge requests, ils acceptent tout. Ils exécutent ça sur des runners partagés. Ils ont bien sûr appliqué les bonnes pratiques, ils ont masqué des variables, les variables les plus importantes. Voilà, donc voilà, c'est on va dire le décor de l'entreprise qui va se faire attaquer. Et puis en face de ça, nous avons Eve, qui pourrait être, je sais pas, elle n'est pas dans la salle d'ailleurs. On ne sait jamais. On aurait pu hein. faire un scénario comme ça. Ouais, on avait envisagé de mettre quelqu'un dans la salle, mais on n'a pas trouvé. Bon, alors, et donc Eve, c'est voilà, quelqu'un qui a du temps, qui veut gagner de l'argent, parce que souvent, c'est ce qu'on voit hein, dans l'actualité, les gens qui se font pincer, en général, ce sont des adolescents qui ont besoin d'argent, et ils se disent, bah, tiens, on a plein de choses données qui vont nous expliquer comment le faire. L'IA va encore plus nous aider, même si parfois elle nous dit tu sors des cadres là, mais et donc du coup elle a un petit peu de matériel, un PC quoi, un navigateur, un terminal, du Tor pour pas qu'on la trouve. Et puis elle maîtrise GitLab, elle connaît bien la doc. Hein. Elle maîtrise l'IA aussi, parce que c'est vrai que c'est un super outil, hein, ça permet d'aller très très vite. Et donc elle va tenter d'attaquer le projet Payment SDK, et on va voir comment ça se passe. Donc je rappelle, hein, la variable était masquée. Mais donc pour récupérer ces variables, elle va donc forker le projet, bien sûr. Donc tout ce qui tourne dans le fork, bien sûr, ça ne va pas s'exécuter sur l'environnement prod. Par contre, quand elle va pousser l'AMR, tout le code qui est affiché ici va s'exécuter. Et il va s'exécuter dans un environnement qui est plus ou moins sécurisé. Donc là, si on lit le code, donc vous imaginez la personne qui va lire dans l'entreprise chez Cloudline, hein, Cloudine, elle va lire le code. Le gars, il vient du monde Windows. On lui a dit, allez, c'est toi qui va valider, qui va approuver les merge requests. Il voit ça. Il n'y a rien de choquant. Hein. On ajoute un paquet, on exporte une variable, puis on l'affiche. Ouais, bon, rien de méchant. Mais si vous lisez bien, le code, il fait certaines choses. Le mainteneur, donc, il lit, et comme je l'ai dit, il est naïf. Hein, on l'a piloté, on l'a bombardé sur ce rôle d'approbateur. Et il pourrait être comme le gars que j'ai contacté il y a 2 jours en disant c'est pas mon sujet. C'est pas mon sujet. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Hein. La sécurité, c'est l'affaire de tout le monde dans l'entreprise. Il est fâché, Stéphane. Il n'y a rien de pire que de me répondre c'est pas mon secteur. Ça, je ne comprends pas. Donc il lit l'AMR, il est naïf, il ne voit rien de méchant, et puis il dit allez, on exécute, on va voir si ça finit vert. Il y a là, c'est bon, on peut y aller. Et puis, Eve, qu'est-ce qu'elle voit de son côté? Elle voit donc la trace, la log de l'exécution du job, là. Elle voit, oh, super. En fait, le gars qui lit les machins, il dit, oh, ça affiche ça. Ouais, qui lit les logs, d'ailleurs? Qui lit les logs? En fait, si vous avez bien lu le log, tout à l'heure le code, c'est donc on exporte toutes les variables du runner, et là, on l'a encodée, pourtant elle est masquée, hein, mais elle s'affiche quand même. Parce que le masquage se limite juste à l'affichage. S'il n'est pas dans l'affichage, il n'est pas masqué. Donc là, on décode, on la voit. Donc là, on récupère
des credentials, des tokens, peu importe, tout ce qui va permettre d'exploiter la plateforme de Cloudin. Donc Eve, super, je suis la reine du pétrole. Et puis elle s'est dit, maintenant j'ai un pied dans la place, allez, on va aller voir plus loin. Elle veut produire un artefact signé qui contient du code malveillant. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de projets open source aujourd'hui. J'ai dit qu'il y a beaucoup de projets pas open source qui sont dans les entreprises et qui vont permettre de récupérer encore d'autres informations, de récupérer beaucoup d'informations. Et je ne sais pas si vous connaissez l'étendue du problème des AKSK, du cloud. Une fois que vous avez, en plus, si vous êtes tombé sur un client qui expose l'AKSK route, ben là, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Là, vous pouvez tout défoncer l'entreprise. Vous pourrez récupérer toutes leurs données. Et voilà. Donc ça, il faut en être conscient. Donc elle passe une deuxième MR, elle se dit « Waouh, super, on va y aller ». Donc elle partage un deuxième code, tout aussi simple à lire. Et là, en fait, elle injecte du code via une variable encodée en base 64. Et elle se dit, on va voir si ça passe. De toute façon, ils ne vont pas me retrouver, je suis caché. Et puis donc, le gars, il lui annonce, ah super, elle a bien contribué avant, allez, j'accepte direct. Et donc du coup, là, l'ennui, c'est que dans le même job, il y a aussi la signature, la construction de l'artefact et sa signature. Et donc du coup, ce qu'elle a déployé a, on va dire, corrompu l'artefact. Cet artefact qui va être donné à des clients. Vous savez, c'est une solution de paiement, vous imaginez, le bonheur. Et donc du coup, l'artefact signé, les clients, quand ils vont... pardon, ça allait trop vite. Les clients, ils vont recevoir la pop-up, oh, il y a une nouvelle version, ah super, je vais l'exécuter. Je vais l'intégrer, je vais vite l'intégrer. C'est pas vrai, en général, les gens, ils traînent un peu, mais d'ailleurs, c'est une bonne posture. C'est une bonne posture de laisser du temps maintenant entre le moment où une release est publiée et le moment où vous allez l'utiliser. Le temps que certains se fassent attaquer et qui disent non, il y a un souci sur cette version. Style Trivi au mois de mars. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'histoire sur mon blog. Moi, j'étais en train de tester la version qui venait juste de sortir et malheureusement, elle ne se déployait pas. Heureusement qu'elle ne se déployait pas parce qu'elle n'était pas encore vérolée. Ils avaient tout défoncé le projet Trivi. Donc voilà. Et c'est après que j'ai commencé à réfléchir. J'étais assis sur mes toilettes. Oh, pardon du détail. J'étais assis sur mes toilettes et je me dis mais et s'il se faisait attaquer? Et en fait, c'était vrai, il se faisait attaquer. Voilà. Et donc, une petite question encore. Combien parmi vous ont mis des approbations sur leur pipeline, l'exécution de leur pipeline? Ah, quand même, bravo. Et vous les lisez, les merge requests? Vous lisez le code, vous lisez tout? Plus ou moins? Voilà. Donc, on va y venir après. Donc pour éviter tout ça, je vais vous partager on va dire, un certain nombre de mesures, mais elles se limitent à ce qu'on connaît aujourd'hui. Les attaquants, ils ne manquent pas d'inventivité et avec l'IA, on imagine bien que ça va de plus en plus vite. D'ailleurs, on le voit que ça va de plus en plus vite et qu'on commence à se faire déborder de tous les côtés. Donc voilà, donc un certain nombre de règles, mais je vous dis, elles sont pas exhaustives, mais... Donc là, on l'a vu, dans le projet, la variable était masquée. On s'est dit masquée, ça me protège. Ben non, ça ne vous protège pas. Si elle est affichée, oui. Si elle n'est pas affichée, elle est divulguée. Donc elle doit être protégée. Elle doit être protégée. Protégée, l'important, c'est que si vous avez bien fait votre pipeline, qui fonctionne, on va dire, la merge request, elle va être déployée sur un environnement de test, avec des secrets qui n'ont qu'une portée sur la partie test, vous êtes tranquille. Il ne va pas aller attaquer votre prod. Il va aller jouer dans votre bac à sable. Et voilà. Ensuite, c'est toujours relire le code, bien sûr. Ça, c'est la moindre des choses. Et si vous ne le maîtrisez pas, demandez conseil. Parce que même si vous avez la pression de votre manager, il dit oui, il faut déployer, il faut déployer, il faut déployer. Non. Là, je ne maîtrise pas, il faut qu'on ait un expert sur le sujet, quoi. Et c'est là la problématique. C'est que
on dilue, on va dire, la responsabilité dans beaucoup d'équipes. Et puis cette dilution fait que ça crée, on va dire, une faille systémique, quoi. C'est tout le système qui va pas. Ensuite, ne jamais mettre la signature et le déploiement des artefacts dans le même job. Ça, c'est la moindre des choses. De mettre avant des choses qui permettent de détecter le code est-il sain, le code de la pipeline est-il sain. Et là, on verra, il y a plein de beurre. Et voilà. Donc, et ensuite, voilà, verrouiller. Il y a le fameux Code Owners. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent. Vous connaissez Code Owners? Code Owners, ça permet de limiter des modifications sur une partie du projet à certaines personnes. C'est eux qui vont approuver vraiment la modification. Et ensuite, certaines règles sur la construction des fichiers de lock. Faites jamais du npm install. Vous savez qu'on peut exécuter n'importe quoi avec ces gestionnaires de package. Il suffit d'embarquer un petit bout de code dans un post-install ou sur Python, ça porte un autre nom. Et le simple fait d'installer le paquet, il va exécuter ce code. Et ce code, dedans, on peut mettre ce qu'on veut. Je ne suis pas là pour vous faire peur, hein, mais c'est la réalité. C'est qu'on ne se rend pas compte de ce qui s'exécute si on accepte n'importe quoi. Alors moi j'aime bien ta slide avant parce qu'il y a beaucoup de choses, mais en fait il n'y a pas grand-chose non plus. C'est les basiques, hein, entre guillemets. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que ce sujet, il n'est pas très fun non plus, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est technique, ça va très vite. Ça va nous demander de faire de la veille en continu sur les nouvelles menaces, sur les nouveaux pipelines qui sont créés. Il y a des pipelines parfois qui sont créés dans les entreprises, on ne maîtrise pas ce qui se passe. Est-ce qu'ils suivent les bonnes pratiques? Est-ce qu'ils sont bien sécurisés? On a du mal à le voir, donc ça va demander du temps et surtout une prise de conscience qu'il faut passer du temps à regarder ce qui se passe sur nos pipelines et sur la menace. Et commencer à se poser la question de comment on vérifie tout ça. Si vous voulez le faire, si vous pensez que le sujet il est important et impactant, comment je mets en place des garde-fous partout, sur tous mes projets, sans exception. Trop souvent, moi c'est mon quotidien de parler avec des entreprises de ce sujet. On me dit les pipelines les plus critiques, ils sont sécurisés, et les autres, bon c'est pas grave, c'est de la doc, c'est un blog, c'est un truc dans un coin. C'est une image de conteneur. Voilà, c'est juste un truc tout simple. Et là, il y a une confusion entre pipeline critique et projet critique. Que le projet, son business soit critique et qu'on verrouille, qu'on vérifie à la main, qu'on passe beaucoup de temps, très bien. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que tous les tuyaux de tous mes projets, ils sont bien sécurisés, ils ne sont pas percés. Parce qu'encore une fois, il en suffit d'un pour commencer à rentrer dans votre organisation. Donc cette exhaustivité, elle est chiante, mais elle est importante. Ensuite, si on met en place des choses, il y a ce travail continu d'aller vérifier à chaque contribution, à chaque amélioration du projet, est-ce qu'il n'y a pas des dérives? Est-ce qu'on n'est pas en train de modifier un pipeline? Est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir une brèche? Et tout ça, ça va demander du temps. Ça va demander du temps de ceux qui sont experts sur le sujet. Et ce qui est important d'avoir, c'est du temps du manager pour prioriser ces sujets. C'est rarement le cas. Donc s'il y en a parmi vous, je vous passe un petit message. Je vois assez rarement des managers ou des chefs de projet, je ne sais pas comment on les appelle chez vous, qui vont dire aux équipes, dans le sprint, passe au moins 1 heure, 2 heures, peu importe la durée, à vérifier si notre delivery il est toujours OK. Et ça, déjà, ça commencera à améliorer et à limiter les dégâts. Et le dernier point, c'est que si on veut que tout ça, ça marche, et c'est pour ça que ce n'est pas forcément très fun, c'est qu'il faut en faire un sujet d'équipe. Ce n'est pas uniquement avec une personne qui va représenter un nouveau SPOF qui est déjà présent sur ceux qui créent les pipelines CI/CD quand on parle de gouvernance que ça va marcher. Donc il faut qu'on arrive à embarquer tout le monde, en faire un sujet où on n'a pas des personnes qui nous disent « c'est pas mon problème » et d'avoir l'équipe avec nous. Cette gouvernance CI/CD, sécurité CI/CD, moi je la vois pour 2 acteurs principaux. Pour nous en tant que consommateurs, on consomme beaucoup d'open source et je commence à avoir des équipes qui regardent comment a été construit le produit qui est consommé. Soit parce qu'on l'utilise et on veut utiliser un produit qui est sain, soit parce qu'on utilise une dépendance open source qu'on va mettre elle-même dans notre produit. Donc plutôt que de regarder le projet, est-ce qu'il est OK, on va aussi regarder est-ce que la chaîne qui a délivré ce projet, elle est OK. Donc refaire une vérification pour être sûr qu'on n'embarque pas une dépendance qui, après, va nous poser problème. Parce que nous, on est sûr qu'on a bien fait notre travail, mais est-ce que nos fournisseurs, on peut les appeler comme ça, ils ont fait ce travail également? Et ensuite, pour le producteur. Je pense que vous produisez tous aujourd'hui des applications, des projets.
Donc vous avez des clients, vous avez des managers, vous avez peut-être des auditeurs. Et donc ça devient important aujourd'hui pour la sécurité avec ce qui se passe, aussi pour la réglementation, DORA, NIS 2, le CRA, où on commence à avoir de nouvelles questions qui sont posées aux entreprises. Votre produit, il est super, il est sécurisé, mais est-ce que la chaîne qui l'a délivré, elle est aussi sécurisée que votre produit? C'est pour ça que tous ces mécanismes commencent à se mettre en place. Et donc nous, on est sur le terrain, c'est notre sujet, en tout cas le mien et Stéphane aussi de plus en plus, d'aller voir comment les entreprises, comment les équipes, elles traitent le problème. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on va essayer plus ou moins de faire tous la même chose. Quand on comprend que c'est important le pipeline, qu'on a un manager qui nous dit commence à regarder et qu'on a un peu de temps pour le faire, on va très naturellement commencer à faire des scripts pour aller vérifier des choses. Vérifier est-ce que les images Docker de mes pipelines elles sont OK, est-ce que mes branches elles sont protégées. Toutes les pratiques, les basiques qu'on a vues, et il y en a plein d'autres, pour aller chercher des réponses. Ça, on le fait quand on peut. C'est généralement des initiatives de personnes qui ont un profil technique, qui veulent des réponses, qui savent faire du scripting, qui font ça dans leur temps qui leur reste, ou à la maison, parce que c'est des passionnés, mais c'est rarement quelque chose qui est poussé par l'entreprise d'aller créer un système qui permet de vérifier en continu que les pipelines ils sont effectivement sécurisés. Et c'est un outil qui va vite devenir quelque chose à maintenir. Donc le script est super, on a des réponses, on est content, tout le monde est content, il y a plus de projets, il y a plus de contrôle, et ça, naturellement, ça prend beaucoup plus de temps, parce qu'il faut améliorer le script, peut-être en faire une interface, peut-être former nos équipes à utiliser ce qu'on est en train de mettre en place pour que tout le monde l'adopte. Et donc ça devient parfois un vrai projet. Donc nous, voyant tout ça, on s'est dit que c'est dommage de voir plusieurs fois les mêmes initiatives dans des équipes éclatées partout, réparties, et qui ne profitent à personne. Parce qu'on voit que certaines initiatives, elles prennent, d'autres stagnent, d'autres s'arrêtent complètement parce que le leader qui pousse le sujet s'en va. Et donc, nous, on s'est dit, si on pouvait réunir toutes ces best practices dans un projet open source pour que n'importe qui puisse l'utiliser et pas réinventer la roue, mais surtout puisse aussi partager ses nouveaux contrôles. Si aujourd'hui, par exemple, je prends toujours cet exemple très simple, je vois un tuyau, qu'est-ce qui est important pour moi sur ce tuyau? Il est bien serré, le joint, il est bon. Ça, c'est mes premiers critères basiques. Mais demain, si quelqu'un nous dit, moi, ce qui est important sur mon tuyau, c'est que la peinture ne s'écaille pas, parce que je me suis fait attaquer, parce que c'est un problème pour moi, parce que mon client, il ne veut pas ça, eh bien, de pouvoir que cette personne crée un contrôle et que ça bénéficie à tout le monde, pour éviter d'avoir des projets partout qui essayent de faire la même chose et qui sont difficilement maintenables. Donc pour ça, on a lancé Plumber. Donc c'est un projet open source que vous retrouvez sur GitHub, qui a un certain nombre de contrôles, je ne sais plus d'ailleurs combien, parce que maintenant la communauté contribue. La contribution, elle est assez simple. Donc Stéphane, il a beaucoup participé à ce lancement-là et à avoir quelque chose d'évolutif. C'est du policy as code avec du Rego. Donc l'idée, c'est, vous avez une idée de contrôle qui n'est pas présent aujourd'hui. Vous voulez vérifier, par exemple, qu'il n'y ait pas de script bizarre dans le pipeline. Si vous avez des shells ou des wget et ce n'est pas du tout votre politique, il y a peut-être un contrôle pour ça, mais s'il n'y est pas, l'idée, c'est que ce soit simple de l'ajouter, parce que peut-être que c'est un problème pour vous ici, mais aussi un problème pour votre collègue à côté. Et donc le faire une fois et le partager, c'est vraiment l'ambition de Plumber. Donc Plumber, ça marche de deux façons. Ça vous apporte des réponses sur vos tuyaux, et il y a une CLI, donc une CLI que vous lancez en local. Stéphane, il va vous montrer comment ça marche, c'est assez simple. Et ensuite, il y a aussi une action et un template pour GitLab ou un component que vous pouvez intégrer dans le pipeline pour arrêter le pipeline si jamais il y a un contrôle qui ne passe pas et qui était important pour vous. Donc là, on a notre projet, c'est le fameux projet Cloudin. Dedans, on va retrouver notre fichier de CI. Et à partir de là, on va simplement demander à Plumber d'analyser Tu peux zoomer, je pense. Ça marche ou pas? Vous voyez bien au fond ou pas? Je suis désolé, je suis un peu nul en informatique. Donc je disais, oui, donc on va analyser non seulement le code de la pipeline, mais aussi via les calls d'API, un certain nombre de choses qui sont définies sur le projet, voire sur la plateforme. Et donc du coup, ça se lance, c'est super rapide. En fait, c'est super rapide parce que j'ai désactivé certains contrôles, parce que sinon, ça ferait... il y a tellement de trous dans mon code, je suis désolé, je suis nul, je vous ai dit. Il y a tellement de trous que j'ai été obligé de désactiver certains contrôles. Et donc du coup, ça va vous afficher, on va dire,
toutes les issues qui vont être détectées, mais également, c'est là où on va dire j'ai apporté ma petite patte, parce que moi j'aime bien, c'est bien beau de dire comment je corrige maintenant. Mais en fait, Oui, parce que détecter, au final, c'est super et c'est la première étape qu'on va tous vouloir faire. Créer un script, vérifier notre pipeline, c'est assez simple, entre guillemets, surtout avec l'IA maintenant, on peut lui demander. Mais Stéphane, vous le connaissez via son blog, il écrit tout, il explique tout. Et donc, c'est super de pouvoir avoir Stéphane sur ce projet pour pouvoir documenter de manière très simple et que tout le monde puisse s'en servir comment on corrige, comment on bouche le trou si jamais il y a un trou. Donc, chaque problème, il y a une issue qui est générée, ouais, on ne qui le est voit pas générée toute là, ici. et de la doc qui vous explique, bon bah voilà, ce problème-là, il vient pour ça, et si vous voulez le corriger, voici Alors, tu me un demandais patch. combien il y avait de issues. Il y en a une, Ah, deux, mais du coup, il y a trois. GitLab, GitHub, il n'y a pas le même nombre. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y en a une trentaine aujourd'hui. Et donc, quand on clique sur une, on a la documentation qui s'affiche, on nous explique. Là, c'est tout simplement, on va attaquer dans des dépôts d'images de conteneurs qui ne sont pas fiables, qui n'ont pas été accrédités, on a le droit de l'utiliser, et on les détecte parce qu'on va pouvoir mettre dans le plumber.yaml, le fichier de conf de plumber, dire on a le droit qu'au dépôt de la maison, qu'à la registrie de la maison. Et donc ensuite, pour corriger ça, on vous dit, voilà, regarde, au niveau de la ligne d'image, il y a un souci, il ne faut pas utiliser ça. D'ailleurs, dans l'exemple, il est encore plus moisi que je pensais. C'est que vous voyez ici, on met un numéro de version. Ça, c'est surtout pas à faire. Vous connaissez l'histoire des tags mutables. Un tag mutable, ça se change en quelques secondes. Vous pointez sur une version que vous pensez fiable, mais qui dit que derrière quelqu'un n'a pas attaqué Trivi et qui a publié une version 0.69.4 vérolée, et vous avez mis 0... non, vous avez mis fait pire, vous avez mis latest. Oh, mon Dieu. Et là, vous exécutez la dernière version vérolée. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais ouais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vu que c'est un code YAML, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vu que c'est un code YAML, on ne se rend pas compte des implications de ce qui se passe en dessous, en fait. C'est un peu comme une black box, on ne voit pas, on ne se doute pas, mais non, tu as fait des choix, tu as fait un pull target request, et puis, bim, ça c'est la pire des choses que tu pouvais faire. Tu donnes tout à l'attaquant. Donc, non, et donc du coup, c'est là où il y a la problématique, c'est qu'on a du code YAML finalement qui est simple à lire, qui est chiant à écrire, qui est simple à lire, mais finalement, on ne se rend plus compte de ce qui se passe derrière, quoi. Voilà. Et donc, du coup, voilà, Plumber, il vous donne un certain nombre de issues, et je ne suis pas bon en info. Hein. Et à la fin, il vous fait un score total, il vous rappelle toutes les issues, et ainsi de suite, quoi. Je vais revenir sur les slides. Non, c'est pas cette version-là. Je suis désolé. Voilà. Donc voilà, on l'a vu, il y a cette clé qui est en local, donc on interroge un pipeline, on lui dit quels sont les contrôles importants pour nous. Ça, les entreprises peuvent choisir, parce qu'on voit de tout. Pour certaines entreprises, on va avoir des équipes qui veulent absolument des branches protégées, des équipes qui veulent absolument des images Docker qui viennent de telle registrie. Si ça vient d'ailleurs, il ne faut surtout pas exécuter le pipeline, mais dans la masse, c'est compliqué à vérifier. Donc, tout ça, on peut le déclarer. L'usage des tags, interdit le latest, peut-être. Nous, on trouve que ce n'est pas forcément une bonne pratique, mais dans certains cas, ça peut l'être. Donc tout ça, c'est paramétrable en fonction des politiques de l'entreprise. Et là, je vous ai parlé que de 3 contrôles. Je vais revenir sur l'exemple. Donc là, vous voyez, on affiche un chat, mais ça n'a plus de sens du coup. Vous ne trouvez pas? C'est quelle version? Et c'est là où le problème, c'est que si on lit, dit ouais, c'est un chat, bon, il est. Mais l'ennui, c'est que c'est une GitHub Action. En fait. C'est pas, là, on voit une image de conteneur, mais c'est une GitHub Action qui a été exploitée et qui contient maintenant du code malveillant. Mais vous ne le voyez pas. Et dans Plumber, on est capable de retrouver la version qui portait ce chat et vous dire, attention, elle a été déclarée malveillante par GitHub. Donc c'est des choses, vous voyez, il y a cette confiance implicite qu'on ne peut plus avoir maintenant aujourd'hui, clairement. On ne peut plus avoir confiance en qui que ce soit. On devient tous parano, c'est vrai. L'histoire avec les téléphones, c'est pareil, c'est bien la folie.
vous voyez un numéro s'afficher, et vous dites, ça y est, qu'est-ce qui va encore me tomber dessus? Une fois, on m'a appelé, on me dit, votre carte a été volée, c'est la banque. Non, j'ai dit, arrête tout de suite. Voilà. J'arrête, j'ai plein d'anecdotes. Mais, Hein. c'est vrai. Juste pour ça, parce que moi je vous ai donné 3 exemples très simples, mais en fait ça a démarré comme ça, où on a vu des équipes qui essayaient de faire la même chose, puis une équipe qui nous a dit exactement ce qu'a dit Stéphane. Bah, nous on veut faire attention parce que derrière le digest, il y a peut-être une version qu'on ne connaît pas, qui a des CVE. Bah, super, en fait ce contrôle, peut-être il y a plein de personnes qui aimeraient l'avoir. Donc on le contribue ensemble sur le projet open source, et comme ça tous ceux qui veulent faire ce contrôle, ils n'ont pas à redévelopper des choses. Donc c'est vraiment l'idée de Plumber open source, c'est d'avoir les contrôles en avance, d'avoir un peu cet effet Waze où si on n'était que 2 à créer les contrôles, bah ok, on arriverait à créer des contrôles, mais si on est 2 millions et que chacun arrive à contribuer de manière simple sur le projet en disant bah, moi aujourd'hui dans ma boîte c'est important de faire ça et peut-être que ça peut servir à quelqu'un, eh bien on sera en avance sur toutes les menaces parce que ça va extrêmement vite. Là, on va expliquer l'histoire de Waze parce que je vois qu'il y a des gens très jeunes. Waze, au début, il y avait 3 lignes en France. Hein. 3 trajets qu'on pouvait suivre. Hein. Il n'y avait pas la carte France qu'on voit aujourd'hui. Hein. Et c'est des gens, donc moi j'en ai fait partie, hein, qui ont commencé à contribuer. J'allais dans la rue et, avec mon GPS et je repérais les carrefours. C'était pas les Pokémon. Ouais, non, c'était pas les Pokémon. Moi, j'ai jamais été dans ce domaine-là. Donc il y a ce projet Click que vous pouvez lancer. Il y a un action si vous voulez que votre pipeline il s'arrête. Si jamais il y a un contrôle qui ne passe pas, vous avez vu, il y a des critical, majeurs. On ne va pas y revenir, mais vous pouvez paramétrer selon vos besoins. Et on génère cette note qui est pour nous le Nutri-Score du tuyau. Alors, on veut que ce soit aussi simple que de lire une étiquette sur un paquet de gâteaux, de comprendre est-ce que le tuyau qui a délivré l'application que je consomme ou que je produis, il est OK. Et on a aussi du coup, eu envie d'aider tous ces projets open source, d'être proactifs sur le sujet. On a lancé ce qu'on appelle le Plumber Radar, où on scanne tout l'écosystème open source. Alors c'est assez lent, hein, parce qu'il y a beaucoup de projets, mais on en a plus de 1000 aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'aller voir est-ce que les tuyaux des projets open source ils sont corrects. Et le premier test qu'on a fait, c'était sur Grafana. Stéphane me dit 3 jours avant qu'il y ait un problème, ça serait bien qu'on leur parle. J'ai lancé un plumber sur le projet Grafana, c'est pas très clair. 3 jours après, ils se font attaquer. Bon, notre idée, c'est. On l'a pas publié. Hein. Non, on n'a pas publié. C'était encore que chez moi. Je me suis demandé s'il n'y était pas pour quelque chose. Mais... et l'idée, c'est d'être proactif sur le sujet. Si vous utilisez des projets open source, d'aller voir potentiellement est-ce qu'ils sont sains. Si vous avez envie de contribuer, de les aider. Nous, c'est ce qu'on cherche à faire. Donc, on a ce radar qui fait tous les scores de ces projets. Moi, je vais peut-être apporter une autre chose, c'est que ça permet aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, de voir si vos fournisseurs respectent toutes ces bonnes pratiques et est-ce qu'ils sont tiers de confiance. Quoi. Je reprends l'histoire de Trivi. Bon, petit à petit, je commence à le réutiliser, mais... Ouais, t'as eu du mal. Ah, j'ai eu du mal. Hein. j'ai du mal à digérer la communication qu'ils ont faite. Et donc, sur le radar, c'est un espace libre. Si le projet n'est pas indexé, vous pouvez l'indexer. Et derrière, vous avez le score. S'il y a des choses qui ne vous vont pas, c'est pareil, vous pouvez paramétrer pour affiner. C'est assez opinionated au départ, mais vraiment, nous, notre but, c'est d'avoir un moyen d'aller après contacter les projets pour les aider, de boucher les criticals, les trous qui sont les plus gros. Tu veux que je l'affiche Si tu veux, ouais. Attends, tu peux cliquer, je crois. Tu sais, on avait mis le lien. Non, mais tu sais bien que moi, je ne maîtrise pas. Ah, tu vois Sur l'image, on avait mis le lien. Attends, clique sur l'image. L'image, c'est ce qui est à droite. Vas-y. J'avais pas compris. En plus, c'est toi qui m'as dit ça serait bien qu'on mette un lien sur l'image. Oui. Bon, ça ressemble à ça. Il n'y a pas de connexion, il n'y a rien. Enfin, vous pourrez voir facilement. Bon, je ne vais pas faire le plus. Si, c'est comme ça. Ouais. Okay. Ici, vous pouvez indexer un projet qui n'y est pas encore. Vous avez les problèmes des projets open source qui ressortent le plus. Et là, vous avez les notes par GitLab, par GitHub. Et sur chaque projet, si le projet le permet, parce qu'on a des projets qui nous disent surtout ne divulguez pas des informations critiques. Le temps qu'on corrige. Donc, on ne montre pas, mais on affiche quand même que la note elle est pas très, très bonne. Et ici, vous avez le détail des problèmes. Donc là, c'est tous les contrôles qui sont pour nous importants aujourd'hui et qui doivent évoluer, parce que ça va très vite, qu'on devrait pouvoir faire sur nos pipelines CI/CD pour éviter la fuite. Alors. Tu vas revenir sur les slides? Ouais, mais c'est bon. Oh, ça se termine comme ça. Ouais, non, parce qu'après, il y a une question. C'est quoi ça? Donc là, c'est les liens pour aller sur mon tutoriel, parce que j'ai ma petite contribution. Parce qu'il a fait la doc en français, Stéphane, effectivement, et merci. Et pour terminer,
Alors bien sûr, on garde un peu de temps volontiers pour les questions, on préfère l'échange. Bien sûr, on vous partage très rapidement ce qu'on fait et ce qu'on est en train de faire avec la communauté. Et on aimerait vous poser cette question. Qui parmi vous ici a déjà développé des scripts en interne parce que soit ils ont envie de sécuriser leur pipeline, soit on leur a demandé. Qui a déjà lancé ces initiatives? Ça nous intéresse beaucoup de savoir en proportion. N'ayez pas peur, on ne va pas vous questionner si vous ne voulez pas vraiment parler, mais savoir est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites chez vous pour commencer à vérifier ce qui se passe dans les pipelines de vos entreprises? Nobody. Ok. Alors, est-ce que la question est claire? Oui. Bon, bah, c'est peut-être ça. Ok. Bon, bah, si vous voulez commencer à regarder... On voulait parler de vos initiatives, Ouais, mince. je voulais parler des initiatives, mais bah, écoutez, vous savez qu'il y a Plumber si ça peut aider. Et puis bah, maintenant, on a un peu de temps avec vous pour vos questions s'il y en a. Merci. D'abord, merci pour ce projet parce qu'il a l'air super, super génial. En fait, j'ai une question. Comment vous vérifiez les pull requests ou merge requests que vous recevez sur votre repo? Oui. Comment vous vérifiez en fait? On a, donc, nous, on est l'équipe Plumber, et donc on a un noyau dur de l'équipe Plumber. On a des ambassadeurs, dont Stéphane Robert. Et pour l'instant, eh bien, on le fait nous. Donc on passe du temps à vérifier les merge requests. Donc ça ne scale pas du tout. Hein, mais voilà, pour l'instant, on regarde manuellement, on lance du Plumber sur notre Plumber, on dogfood ce qu'on fait pour voir si les contributions elles sont OK. Mais ça reste assez manuel. Ouais. C'est un point que j'ai noté hier, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui n'existent pas encore en fait. Tout à l'heure, on a parlé du code de pipeline, mais est-ce que vous savez si vos configs de runner sont corrects? Est-ce que vous connaissez un outil qui permet de valider que vos runners respectent, on va dire, un certain nombre de pratiques? Si on prend des runners qui tournent sur des conteneurs Docker, est-ce qu'ils tournent avec des privilèges? S'ils tournent avec des privilèges qui tournent sur du cloud, où l'IMDS il n'est pas du tout protégé, il récupère du token du cloud qui permet d'aller faire ce qu'il veut dans votre infra. Donc il y a énormément des vecteurs. Il y en a, j'en ai listé je crois plus d'une centaine, où on peut se faire rapidement déborder, quoi. Désolé. Hein. Pas de souci, merci. Bon, j'espère pas faire de hors-sujet, mais je voulais savoir, est-ce que vous aviez des actions rapides pour régler ces problèmes de sécurité que vous pouvez pin, ou peut-être des skills d'IA qui permettent de traiter facilement? Je pense à mon projet où on a énormément de CVE qui sont flag et qui c'est extrêmement chronophage pour nous de les traiter. Donc parfois ça passe un peu à la trappe. Ça fait partie du projet de la plateforme pour la remédiation. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, donc, la Plumber, il détecte, il propose des moyens de corriger, mais après, il faut quand même faire la correction. Ensuite, il y a une plateforme qui est gratuite, qui fait la même chose avec une interface et qui corrige, qui vous propose de créer une merge request, de faire un call API à GitLab, GitHub pour changer le paramètre, de mettre de l'IA si vous avez un modèle à brancher pour analyser votre contexte et vous proposer des corrections. Ça, c'est le produit que vous pouvez installer et faire tourner sur du Docker. C'est l'étape d'après. L'idée, c'est de tester Plumber. Est-ce que ça répond? Est-ce que j'ai plusieurs projets? Est-ce que je veux passer à l'échelle? Est-ce que je veux corriger rapidement? Et là, il y a une plateforme qui est disponible. Parce qu'effectivement, le but, ce n'est pas juste de montrer des problèmes. Ça, encore une fois, on peut tous le faire. C'est comment on arrive à la correction rapide et comment on la maintient et comment on la prouve. Parce qu'on nous demande de plus en plus de venir prouver que tout est aux normes. Bon, bah, c'est pas juste en faisant un script qu'on y arrive. Et donc, nous, notre but, c'est bien sûr de délivrer toute l'expérience. Et ça commence surtout par quelles sont les pratiques qu'on doit vérifier dans nos tuyaux. D'où le projet open source. Et ça va très très vite. On voit, il y a des contributions, on n'arrive pas forcément à suivre. Question, Et parce qu'en fait, il y a des besoins de personnes qui cherchent des réponses sur les tuyaux. Oui. Mais comment on peut vous faire confiance? Votre pipeline, il est durci aussi? Ouais, donc ils ont tout mis en œuvre pour obtenir la meilleure note sur des outils comme OpenSSF. Et on n'a pas toujours la meilleure note non plus. C'est ce que je disais hier avec l'équipe, où parfois on est entre A, B, parce que peut-être il y a un contrôle qu'on n'a pas activé qui est nouveau dans Plumber. Et du coup, comme on a déjà du Plumber va nous dire, bah, là je baisse ta note parce qu'il y a un contrôle super critique
qui ne passent pas. Et ça, c'est notre but, c'est de pouvoir vous partager cet outil qui va évoluer pour que la maintenance, elle soit pas chez vous, mais que ce soit la communauté qui dise, OK, tout ça, ça évolue ensemble, et que ce soit bénéfique pour tout le monde. Donc c'est pas grave si la note n'est pas A tout le temps. Il faut pouvoir le voir. Quand elle baisse, pouvoir réagir rapidement. Est-ce que ce contrôle, il est fait pour moi? Ouais, souvent on dit une critique, mais c'est qu'une faille. C'est vrai, c'est qu'une faille, mais c'est l'ensemble des failles en fait. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Une faille systémique, c'est que vous assemblez un certain nombre de failles. Ça va ressembler un petit peu, si vous prenez l'analogie, c'est vous avez un morceau de gruyère qui vient de Suisse là, où tous les trous sont bien alignés, vous savez. Puis vous tirez, qu'est-ce qui se passe? Ça se déchire facilement. C'est ça une faille systémique. C'est que tout est bien aligné pour que ça casse, quoi. Et donc oui, avoir qu'une faille, c'est pas un souci. En avoir deux, ça commence à devenir un souci. Et si elles sont toutes bien alignées, alors là, c'est là où vous tombez dans le poteau rose, quoi. Donc il faut bien comprendre que c'est un ensemble de petites failles qui conduisent à exposer votre entreprise à des choses pas très sympathiques, quoi. Une autre question? Tout au fond. Tout au fond là-bas. Donc moi, je bosse chez un client où on a énormément de projets, énormément d'équipes. Chaque équipe est responsable de son projet et de son pipeline. Comment on peut s'assurer que chaque équipe applique correctement ce genre de contrôle sans devoir relire chaque MR parce que c'est juste pas possible. Et comment l'automatiser en fait. Idéalement, ce qu'on voudrait, c'est que ça passe soit à travers un sonar, un AppScan, quelque chose d'automatisé, quoi. Alors, si tu veux vérifier les contrôles sur les pipelines, sur tous tes pipelines, admettons, tu en as 100 ou 500, soit tu fais 500 appels avec la CLI, bon, c'est pas ce que je recommande en local sur tes projets, ou soit tu déploies une action ou un component sur ces projets qui va s'exécuter en pré, avant que le pipeline se lance. Et donc là-dedans, moi j'appelle ça la conformité à ce code du pipeline. Tu as un YAML dans Plumber qui s'appelle Plumber YAML, c'est assez simple, où tu vas définir les paramètres importants pour toi, ton entreprise, la politique. Est-ce que les branches doivent être protégées? Quelles sont les sources de confiance? Est-ce qu'on utilise du latest ou pas? Tous les contrôles. Et ça, après, c'est ton job qui s'exécute. Et à chaque fois qu'il va y avoir un build, si jamais dans la contribution, il y a quelqu'un qui a mis du latest et que ce n'est pas ta politique, le pipeline, tu peux le faire arrêter. Pas obligé, hein, tu peux lui dire juste baisse la note, mais tu peux lui dire arrête-toi. Et ça, du coup, c'est un moyen assez simple. Ah, mais tu bloques la vélocité, là. Ouais, mais si c'est... C'était trop tentant, excusez-moi. Oui, d'accord. Mais tu peux le faire de cette manière-là, en déployant des jobs, comme tu déploierais un job sonar sur tous tes pipelines, ou du SAST sur tous tes pipelines. D'ailleurs, ça, c'est aussi un cas qu'on retrouve assez souvent, des équipes qui nous disent on a du sonar sur tous nos projets, ok, et comment tu m'assures que tu n'en as pas oublié un? Du coup, c'est très compliqué. Ça, Plumber, il sait le dire. Si dans la conf, on lui dit tu dois absolument utiliser Go API, des templates de la maison et le template sonar qui lance du sonar, si jamais parmi les 1000 projets, tu en as un qui ne le fait pas, il va te dire ce projet-là, il lui manque un component. Donc ça, tu peux le faire avec le template. Et si tu utilises la plateforme, c'est beaucoup plus simple. La plateforme, elle va te dire, là, il manque le component, appuie sur ce bouton, je crée la merge request avec le component de ta boîte, tu reviews et tu le déploies. Parce que, encore une fois, c'est assez simple de montrer. Le plus dur, c'est d'engager les équipes pour corriger. Et la plateforme, elle te permet de rapidement remédier à ces problèmes. Et c'est comme ça qu'on règle le problème à l'échelle. Le fonctionnement de la plateforme, c'est exactement ce que fait la CLI, sauf qu'on a donné, on va dire, un token en lecture sur tous les projets, et il va exécuter la CLI sur tous les projets. Et vous allez avoir tous les matins le dashboard qui vous affiche tous les pipelines de toute la société, si vous avez les accès sur ces projets. Et sans modifier le pipeline. Ça, c'est aussi une volonté que l'on voulait, c'est de pouvoir... le template, le component, il faut le mettre dans le pipeline. Donc ça, on fait une merge request et on a notre étape prêt. Mais avec la plateforme, tu as la possibilité de ne rien toucher du tout et d'arriver, de pouvoir scanner tout ton GitLab d'un coup et de voir quels sont les projets qui ne respectent pas tes politiques, sans avoir à mettre le component. Et à sortir un beau rapport. Voilà, un beau rapport, un dashboard qui t'aide à corriger. Mais
tu as un côté moins intrusif. Pardon? Oui. Elle est... Ah non, c'est pas du SaaS. Non, c'est que du self-hosted. C'est très simple, vous pouvez même l'installer sur votre laptop. On a des personnes qui font ça, qui sont dans des ESN, qui ont un plumber sur leur laptop, et quand elles arrivent en mission et qu'il y a beaucoup de pipelines et qu'elles entendent que c'est pas très clair, eh bien, elles cartographient des pipelines, elles voient des trous, et ensuite elles présentent ça au manager, et du coup, certains débloquent de nouvelles missions suite à ça, mais ça permet d'avoir une idée de dans quel environnement on évolue, quels sont l'état de nos pipelines, sans être intrusif. D'autres questions? Parfait. Bon, Ok. en Merci. espérant qu'on a été